Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, la Mourchid TV, la chaîne des valeurs, heureux de vous retrouver pour votre 6e numéro de Par l'Art, dont le thème est Art et dialogue des cultures, le cas de la littérature africaine. Pour discuter sur ce thème, nous avons eu l'honneur de recevoir Mamadou Sanoussi, qui est professeur de philosophie au lycée des Pasteurs Assainies, et M. Waliba, qui est professeur de lettres au lycée de Mbao. Nous avons donc l'honneur d'introduire le thème qui se trouve être, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, art et dialogue des cultures. Nous allons essayer de voir, après la définition des concepts, l'évolution de cette relation entre le sud et le nord, ou le nord et le sud, en tout cas l'Afrique et l'Occident. Avant de voir l'impact, la prise en charge de ce dialogue dans les œuvres littéraires et philosophiques, et de voir, analyser les différentes positions, controversées surtout, qui s'est illustré dans ce dialogue et de son impact dans les œuvres littéraires et philosophiques. Donc nous allons sans plus tarder donner l'occasion à nos invités de se présenter. Il s'agit donc de M. Mamadou Sanoussi Ba. Mamadou Sanoussi Ba, bonsoir. Bonsoir, M. Diak. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement? Oui, comme vous venez de l'annoncer, je suis professeur de philosophie au lycée des Parcelles Assainies de Dakar. Oui, et je suis quand même très content d'être invité parce que j'aime bien la télévision Mourchid, surtout l'émission qui est consacrée VAVA, Vacances et Valeurs, et l'émission que vous faites. Parce qu'il me semble qu'au-delà de l'art et des discussions, c'est une télévision des valeurs, donc une télévision révolutionnaire qui travaille un peu dans le sens des bonnes mentalités, ce qu'un philosophe ou un littéraire peut aimer facilement. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Waliba. Voilà, bonsoir Monsieur Diak. C'est vraiment un honneur de me présenter sur ce plateau pour parler d'une question qui me semble fondamentale. Et je suis d'autant plus réjoui que j'ai en face de moi un homme estimable et estimé en la personne de Sanoussi Ba, qui est notre aîné, qui nous a encadrés à l'université, que nous avons connu, que nous avons approché, que nous avons aimé. Et je suis aussi d'autant plus réjoui que c'est vous qui animez l'émission. Nous vous connaissons comme étant un homme de lettres entreprenant, quelqu'un qui aime les lettres, quelqu'un qui aime l'art, quelqu'un qui aime parler de l'art. Et il ne m'a pas été, je veux dire que je n'ai pas été étonné de vous entendre dire que l'émission que vous animez a pour nom Par l'Art. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Quant au thème sur lequel nous allons débattre, je crois que les minutes qui suivent nous permettront de développer davantage. Merci beaucoup, merci M. Ba au carré, j'allais dire. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et M. Sanouba, il faut peut-être reconnaître et comprendre que pour les questions de définition, souvent nous interpellons les philosophes. Donc nous commencerons par naturellement poursuivre la logique académique et scientifique, commencer par les définitions, les notions de culture, les notions de dialogue. Que renferme un peu d'abord la notion de culture, en tout cas philosophiquement parlant? Ah oui, vous savez, il y a dans le programme de philosophie un thème très intéressant qui s'appelle Nature et culture, et que moi-même à l'école normale supérieure j'ai eu le plaisir de faire un mémoire de sortie sur la nature et la culture. Le mot culture est un mot hautement ambivalent, mais peut-être que pour rire il faut définir le mot avec Nietzsche, Zarathustra, qui dit que la culture c'est ce qui nous différencie des chèvriers. La culture c'est ce qui nous différencie des animaux, parce que on parle de culture à chaque fois qu'on fait référence à quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire, la culture devient donc tout ce qui sort de la main de l'homme et qui n'a pas été trouvé sur place en naissant. D'accord. Et pourquoi ce rapport-là souvent avec la nature? Effectivement, nous nous rappelons qu'en terminale, pour définir la culture, on compare la culture à la nature. Quel est ce rapport peut-être dialectique qui existerait entre les deux notions? Oui, vous savez, parce que le thème dit nature et culture. Ça veut dire qu'il y a une relation. Mais je crois que pour reprendre un peu la définition du mot culture, on peut définir le mot en 5 temps. D'abord, la culture, c'est toute production humaine.
La production peut être matérielle, comme tout ce qui nous entoure, les habits que nous portons, vos lunettes, la feuille, les caméras. Mais la culture aussi, elle peut être, disons, intellectuelle, comme la danse, comme la musique. Mais non seulement la culture est une production humaine, une production matérielle et intellectuelle, mais quand on parle de culture, la culture appartient toujours à une communauté. On peut parler de culture sérère, de culture djola. Mais il faut remarquer, en tant que production qui appartient à une communauté, la culture est toujours transmise de génération en génération. Et quand elle est transmise de génération en génération, elle se fait par le biais de deux cadres, l'éducation et l'instruction. L'éducation, c'est quand on fait passer des valeurs, et l'instruction, c'est quand on fait passer des savoirs. Et il faut dire aussi que ce transfert des valeurs par l'éducation et le savoir se fait toujours à travers le temps. Donc la culture, c'est un ensemble de façons de sentir, de façons de voir, de façons de vivre, qui appartient à une génération, à une culture, et que l'on transmet par l'éducation et la culture. Merci, mais professeur, j'ai envie également, parce qu'il y a une célèbre formule qui consiste à dire que la culture, c'est ce qui reste quand on aura tout oublié. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce concept et nous éclairer davantage? Oui, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est une façon de montrer combien l'individu est imprégné dans son propre milieu. Je n'ai pas envie de parler du fou parce que je sais que sur ces questions de folie, vous faites des choses très intéressantes. Mais imaginez par exemple quelqu'un qui perd la raison, si on pouvait perdre la raison. Nous sommes moulés dans des valeurs de telle sorte que même quand nous devenons fous, même quand nous devenons amnésiques, nous pouvons, j'allais dire de façon mécanique et automatique, faire certaines choses sans savoir qu'on est en train de les faire. Parce que ces choses sont culturelles et ces choses restent en nous. Merci beaucoup. Je voudrais également venir interpeller M. Waliba sur la notion toujours de culture. Est-ce que les littéraires ont les mêmes perceptions que les philosophes de cette notion de culture? Quelle est la perception littéraire de cette notion de culture? Écoutez, je crois que la perception que les hommes de lettres peuvent avoir de la notion de culture ne pourrait pas être différente de celle des philosophes. Parce que nous connaissons tous la profondeur de ce qu'on pourrait appeler l'interprétation entre les deux disciplines que sont la philosophie et la littérature. Donc la perception est unanime. Je crois que la culture, comme il l'a si bien dit, c'est en quelque sorte un humus, c'est vraiment le limon avec lequel nous sommes moulés et qui nous permet d'être un être véritable. Je crois que quelque part, quand on parle de l'individu comme étant nature, il faudrait qu'il soit dans un milieu social, qu'il soit dans un groupe, pour pouvoir être véritablement un être humain, pour être un humain en quelque sorte. Et c'est de ce point de vue-là qu'on parle de culture. Parce que la culture, c'est avant tout de l'acquisition. La culture, c'est ce que l'individu appréhende lorsqu'il s'inscrit dans la logique, n'est-ce pas, d'un groupe et d'une communauté. Et la culture permet à l'individu d'être un humain et de pouvoir s'insérer dans le groupe et de pouvoir en tout cas être intelligent et de pouvoir en tout cas avoir un horizon. C'est tout cela que permet la culture. C'est la raison pour laquelle je dis que les définitions ne pourraient pas différer. La définition est la même. Bon, maintenant, vous avez posé la question de savoir pourquoi on dit souvent que la culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Je rappelle tout simplement que cette formule a été prêtée à un certain Émile Herriot, à tort hein, pour certains. Mais de toutes les façons, ce qui est clair, c'est que comme l'a si bien dit Sanoussi, le fou même, à qui on dit, ou bien chez qui on ne retrouve plus la raison, ce fou-là, effectivement, il lui reste quelque chose de fondamental qu'on appelle le fond culturel. Donc, malgré sa situation désespérée, il lui reste quelque chose qui lui permet de se rattacher à la communauté des hommes. Et ça, c'est la culture. Donc, voilà, c'est intéressant. Et ça me revient en fait à la deuxième question. Maintenant, de cela, ça semble avoir une importance capitale dans une société. Quelle est justement cette valeur que la culture, la notion de culture pourrait avoir pour une société? Bon, parce que la culture en tant que production communautaire, c'est d'abord un fil conducteur, c'est un lien, c'est un élément rassembleur, fédérateur. La culture, c'est ce qui permet la stabilité d'un groupe.
Parce que tout simplement, tout le monde se reconnaît à travers la production culturelle du groupe auquel on appartient. Donc de ce point de vue-là, parler de l'importance de la culture dans la vie du groupe, c'est tout simplement revenir à l'équilibre dont ce groupe-là a besoin pour exister paisiblement. Je crois que aujourd'hui même au Sénégal, il y a une espèce de cousinage qui fait que lorsqu'il y a en tout cas une perspective d'embrouille ou bien tout simplement de malentendu, on se réfugie dans les valeurs culturelles pour pouvoir revenir à la stabilité dont on a besoin. Vous savez un peu ce qui lie les Diola au Sérère et quels sont les types de discours que les uns comme les autres développent pour pouvoir en tout cas vivre en paix. Donc je crois que la culture c'est d'abord un élément de stabilité. C'est vraiment un élément stabilisateur. Et de ce point de vue, moi je considère que toute société, pour se stabiliser, s'équilibrer et avoir des perspectives d'avenir, doit être profondément ancrée dans ses valeurs culturelles. C'est ça qui fait que justement elle pourrait survivre Merci. à tous les périls et à toutes les catastrophes. Merci beaucoup. Ça me rappelle un peu Massournia, vous connaissez Massournia, qui dit qu'une nation sans culture ressemble à un démon. Une nation sans culture ressemble à un démon. On pourrait même être un peu plus méchant et métaphorique en disant que une société sans culture, c'est comme un lit sans oreiller. Voilà. C'est comme, en quelque sorte, une femme sans sein. Vous voyez l'importance des seins chez la femme, l'importance des oreillers dans un couvent ou bien dans un alcôve. Vous comprenez? Donc, je crois que Mansour Niang, qui fut prof de lettres éminent et qui est mort accidentellement, Dieu et son âme, donc ce Mansour Niang-là a bien raison de définir de cette manière-là, en tout cas, la culture. Ouais. Merci beaucoup. Il en revient un peu pour qu'on puisse épuiser la question. Mais la notion de culture, donc, semble être un concept pluriel. On peut dire qu'il y a autant de cultures que de nations, que de sociétés. Qu'est-ce qui justifie cela et qu'est-ce qui fait cette diversité un peu culturelle chez les humains? Oui, vous savez, il faut peut-être lire Claude Lévi-Strauss. Vous savez, quand on prononce le mot nature, on est dans ce qui est universel. La nature, elle est universelle. Nous mangeons tous, nous buvons tous, nous dormons tous, nous souffrons tous. Mais la culture devient relative. Si tous les hommes mangent, si tous les hommes dorment, nous ne mangeons pas de la même façon. Nous ne dormons pas de la même façon. Nous ne subissons même pas la souffrance de la même façon, parce que tout est moulé à la culture. C'est pourquoi le mot culture est forcément relatif, parce que comme je l'ai dit, elle varie d'une génération à une autre, au sein même d'une même ère culturelle. Et vous savez, peut-être qu'on devait le dire dès le début, il y a la culture au sens sociologique, c'est celle dont nous parlons, ce qui est commun à toute civilisation, mais il y a aussi la culture au sens intellectuel. Quand, par exemple, je dis que Michel Ba ou Michel Diack a une grande culture littéraire, ça n'a absolument rien à voir de communautaire. C'est-à-dire là, la culture devient l'ensemble des connaissances qu'un homme a dans un domaine ou dans plusieurs domaines précis. Souvent en classe, je dis, par exemple, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, je le cite en classe, a une grande culture islamique. Quand je dis Abdoulaye Diaw a une grande culture footballistique, c'est une culture au sens intellectuel. Mais pour parler un peu de l'importance de la culture que vous avez évoqué tout à l'heure, je ne peux même pas dire qu'une société sans culture ressemble à un démon. Parce que c'est comme si on voulait penser une culture sans une société sans la culture. C'est de l'impossible. La culture, elle est la société. Parce que pour faire une société, il faut fondamentalement 3 éléments. Il faut la langue, c'est hautement culturel. Il faut les lois, elles sont hautement culturelles. Il faut le travail, il est hautement culturel. On ne peut pas imaginer une culture, une société dans laquelle les gens ne parlent pas. C'est impossible. On ne peut pas imaginer une culture où il n'y a pas de loi, sinon on retourne chez Platon, c'est la tyrannie. On ne peut pas aussi imaginer une culture sans travail. Et le travail, il est culturel, la loi, elle est culturelle, le langage, il est culturel. Donc, j'ai envie de dire que société égale culture, culture égale société. Mais toujours dans un relativisme qui fait que nous ne pensons jamais de la même chose. J'ai entendu un jour quelqu'un me dire que quand vous allez quelque part au Congo, dans le village de Tchalamona, pour parler de la différence culturelle, ce sont les femmes qui enterrent les hommes. Et que dans ce village, les hommes ne sont pas autorisés à aller dans des cimetières. Question de culture. Pourquoi? Parce que le raisonnement est simple. C'est la femme qui donne naissance.
à l'homme, et dès l'instant qu'elle amène l'homme au monde, quand l'homme quitte le monde, elle doit l'accompagner. C'est tout à fait logique. Donc, relativisme culturel qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui dépasse totalement les cultures. Merci, professeur. Mais revenons un peu sur la notion un peu rapidement de dialogue. De dialogue, qu'est-ce que ça traduit? De façon assez laconique, dialogue. Ah, vous savez, quand on parle de dialogue, moi, j'ai très peur de ce mot, parce qu'il y a le regard de Wali qui me surveille, éminent littéraire, et puis qui surveille beaucoup nos expressions. Je crois qu'à la sortie, il ne va pas quand même me mettre dans le lot des Sénégalais qui font beaucoup de fautes. Et c'est très intéressant ce qu'il fait, vraiment. Entre Damas et Senghor, quand je regarde les gens parler de culture, je ne sais pas. Est-ce que la culture, le dialogue, c'est le fait d'avoir deux interlocuteurs qui échangent un micro? Ou bien est-ce que c'est le fait d'échanger, mais dans la différence et la sincérité? C'est ça le problème du dialogue. Parce que le dialogue s'oppose au monologue, le dialogue s'oppose au soliloque. Donc, du point de vue littéral, il y a dialogue dès l'instant que il y a deux personnes qui se parlent. Mais je crois que du point de vue philosophique et du point de vue littéraire, il faut dépasser le contenu tout simplement. Il faut dépasser l'acte de parler pour voir comment nous parlons. Quand par exemple Senghor dit « nous dialoguons avec l'Occident », Léon Damas lui dit « l'Occident ne dialogue pas ». Du haut de sa haute tour, l'Occident ne dialogue pas, elle soliloque. Et pourtant, malgré la domination culturelle, malgré la domination militaire, l'Afrique a parlé. Mais est-ce que l'Afrique parle par elle-même? Est-ce que l'Afrique parle pour elle-même? Est-ce que l'Afrique parle avec elle-même? Donc la notion de dialogue est une notion très compliquée et je crois qu'au fil du temps, on va essayer d'en découdre. D'accord. Monsieur Waliba, est-ce que vous avez la même perception que Monsieur Ba, Mamadou Sanoussi Ba, de la perception un peu du dialogue? Est-ce que au sens littéraire, dialogue signifie échange? Naturellement. Maintenant, il est clair que même si dans l'absolu, pour dialoguer, il faut être deux. On peut dialoguer aussi avec soi-même. Hein. De toutes les façons, ça aussi c'est possible, quoi. Mais de façon très primaire, si vraiment on aborde les choses sous un angle tout à fait littéral, on peut dire qu'il n'y a de dialogue que là où il y a deux sujets qui échangent autour de quelque chose. Maintenant, ce dialogue-là, c'est-à-dire cet échange entre deux individus peut être heurté et aboutir peut-être à des résultats qui n'arrangent personne. Mais ce qui est évident, c'est que dans l'absolu, pour dialoguer, il faut être deux. Et qu'autour du dialogue, ou bien au cœur même de la notion de dialogue, il y a véritablement la notion d'échange. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout esprit sensé peut considérer comme étant la vérité, quoi. Mais il faudra au préalable définir le contenu. Sur quoi on doit échanger? Est-ce qu'il y a dialogue sans sujet? Je ne sais pas si je dois l'exprimer ainsi. Oui, mais attendez, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il soit tout à fait nécessaire d'avoir un sujet autour duquel on doit articuler notre discours pour dialoguer. C'est-à-dire le dialogue peut parfois se nouer de façon tout à fait spontanée. Parfois, vous interpellez quelqu'un dans la rue, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et vous nouez le dialogue. Et le dialogue peut être un dialogue heureux, qui vous propulse vraiment vers des horizons extraordinaires. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin forcément de définir les termes du dialogue pour le nouer, quoi. Le dialogue peut être spontané, le dialogue peut être direct, et ça peut être quelque chose que personne n'a prévu. Et naturel. Naturel, voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, nous allons introduire notre première rubrique, qui se trouve être la rubrique Trésor, que nous allons suivre. Ensuite, nous allons revenir pour discuter sur la notion, sur la relation entre le Nord et le Sud, ou le Sud et le Nord. On peut dire que la littérature est une composition de mots qui sont autonomes dans la langue, comme il y a la littérature, il y a le rap et il y a aussi la pureté. Bon, pour être plus clair, on peut dire que la littérature est une composition comme pomme de terre, comme vaurien en quelque sorte. Bon, la littérature, pourquoi j'ai amené la pureté? Je peux dire que la pureté, quand on scène la littérature en morphème, on aura dans le mot rature. Et pour éviter ce rature, j'ai amené quelque chose de pureté. Il y a aussi autre chose, c'est pour purifier aussi le rap, parce que les gens disent que le rap est né dans la rue. Et quelque chose qui est né dans la rue, pour moi, ne pas être pur.
Donc moi, je trouve que pour purifier le rap, j'ai créé la littérature. On peut dire que ce sont les chansons qui ont été traduites, mais de façon plus poétique. Mais ce n'est pas aussi de la poésie. Ce n'est pas de la poésie. Parce que je dis que la littérature s'est abreuvée à la source de la littérature et du rap. C'est du code oral qui a été fait en code écrit. Donc ce que j'ai écrit, on ne peut pas le chanter. On peut les enseigner parce que bon, j'ai utilisé les images, j'ai des figures de style. Bon, je peux dire que j'ai essayé d'embellir. J'ai embelli mes textes. Comme le mot littérature, mais ça diffère un peu parce que bon, en littérature, on avait l'habitude de dire, par exemple, le poète dit ceci, ou bien le roman dit ceci, ou bien le dramaturge. Mais ici, on ne dira pas que le poète, parce que c'est un rappeur qui écrit. On va dire que le rappeur dit aussi. J'ai aussi maintenu l'appellation dans le rap, parce que dans le rap, on avait l'habitude de, au lieu de dire vers, on disait mesure. Dans la littérature, on va utiliser mesure. Par exemple, à la mesure telle, le rappeur dit, au lieu de au vers tel, le poète dit. Je m'identifie comme un littérateur. Comme un littérateur. Tout à l'heure, je vous ai dit que la littérature et le rap sont imbriqués pour former littérature. Je suis littéraire, mais aussi je suis rappeur. Donc retour sur le plateau, et nous avons eu l'honneur de recevoir un jeune rappeur qui s'appelle Ibson. Il a créé un concept nouveau. Il parle de littérature. Il a intitulé littérature, on l'a interpellé. Il a pris en charge un peu cette question-là dans des textes bien déterminé, où il a un peu parlé de ce dialogue des cultures. C'est pourquoi nous avons bien voulu l'introduire pour qu'il puisse maintenant peut-être donner sa position par rapport à ce dialogue-là, à cette question-là. Le professeur Amodouli, il préfère parler de relations sud-nord plutôt que de nord-sud. Il pense que c'est une autre forme de domination, parce que nous pensons toujours à citer le blanc avant le noir. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, ça c'est vrai. Le professeur Amodouli, qu'on salue au passage, un grand maître. Oui, je crois qu'il faut inverser l'ordre des choses. Parce que, vous savez, nous en Afrique, j'ai entendu un jour Soleil à Maman, Ousmane Sow Ishar, dire que la première forme d'aliénation acceptée et vraiment donc pérennisée, c'est le fait qu'en Afrique, on donne ce qu'on appelle des poupées d'Omoutubab à nos enfants. C'est une manière de leur dire que, mais vous devez être comme ça. Et ce n'est pas tout à fait surprenant qu'on voit beaucoup de femmes racialisées dans notre pays. Parce que c'est des réflexes qu'on a développés dès qu'on a été enfant. On vous achète ce qu'on appelle un Omoutubab. Quand M. Amodouli dit qu'on doit parler de rapport sud-nord et non plus de rapport nord-sud, je crois que tout commence par les mots. Et les mots ont un sens. Donc le fait d'inverser, c'est déjà une manière, n'est-ce pas, de montrer à l'Occident qu'il y a un premier jalon, un premier pas qui est posé dans le sens d'équilibrer les relations. Vous savez, Aimé Césaire, le grand poète, lorsqu'il a voulu montrer à l'Occident que moi, du point de vue du discours poétique, je veux être libre, il a commencé par bousculer toute la hiérarchie poétique en faisant, n'est-ce pas, un cahier qui ressemble, n'est-ce pas, à une lave, à une coulée de lave. Est-ce que vous voyez? Il a fait un long poème qui n'avait rien à voir avec les poèmes d'imitation classique qu'il avait produits par le passé. Quand il a voulu vraiment se libérer, il s'est rebellé. Et lorsqu'il s'est rebellé, il a produit un texte qui est en quelque sorte comme un volcan. Donc je crois que le fait déjà de commencer par dire que nous voulons nous libérer par les mots, c'est déjà une très bonne chose, et le professeur Amodouli a bien fait d'inverser l'ordre vraiment de la présentation de ce type de discours-là. Voilà. Donc après la rubrique Trésor, M. Sanoussi, il nous faut diagnostiquer et analyser ce rapport qui est quelque part historique et légendaire, de ce rapport nord-sud ou sud-nord, en tout cas de ce rapport entre l'Afrique et l'Occident. Il me semble que, comme le dit Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, que ce sont de vieilles amours en tout cas. Est-ce qu'il ne faudrait pas diagnostiquer et voir l'évolution de ce rapport de l'esclavage en tout cas à l'indépendance
en passant par la colonisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas survoler pour montrer effectivement est-ce que ce dialogue est possible ou pas? Ah oui, parce que je voudrais peut-être faire une petite précision philosophique en rebondissant sur ce que Wali appelle la présence de deux pour dialoguer. Il a raison. Mais c'est que le deux ne signifie pas seulement les deux individus. Il a raison. On parle de dialogue intérieur. C'est-à-dire que quand j'établis un lien de dialogue entre moi et moi-même, et je pense à Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ dit, dans la personne de la personne, il y a plusieurs personnes. Ça veut dire que même ce qu'on appelle le monologue peut être une sorte de dialogue. Et qu'effectivement, il a raison, il y a la présence de deux, mais le deux n'est pas seulement une présence identifiée du point de vue physique. Maintenant, vous savez, les rapports nord-sud sont aujourd'hui des rapports très heurtés. Et qu'au-delà de la littérature africaine, l'aventure ambiguë et d'autres œuvres, il y a aujourd'hui des Américains, il y a aujourd'hui des Soviétiques, des Japonais qui sont en train de regarder comment ces rapports ont évolué. J'étais en train de lire Fukuyama, Francis Fukuyama, j'étais en train de lire Huntington, qui se sont opposés à travers deux livres sur les rapports nord-sud ou sud-nord. En tout cas, on a raison de vouloir parler de nord-sud ou de sud-nord parce que le langage n'est jamais un hasard, tout commence par les mots. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a deux positions. Il y a des gens qui pensent que la domination de l'Occident, au sens où on entend l'Europe, l'Amérique, est presque une fatalité, comme la mort. Et qu'il y a une sorte d'afro-pessimisme qui font que, comme nous avons été des esclavages, comme nous avons été des esclaves, excusez-moi, comme nous avons été des colonisés, nous sommes des néocolonisés. Et qu'en réalité, ce qui change, ce sont les formes. Mais la domination, le aura que l'Europe a sur nous, est toujours une fatalité. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dit dans une conférence de 1970, après l'islam et la négritude, devant Senghor, Abdou Diouf, André Marlot et Ahmed Sambo. Cheikh Ahmed Tidiane dit, l'Occident a tellement dominé qu'il a le droit de continuer à exiger des droits. Mais l'Afrique a été tellement dominée qu'elle a aussi le devoir et le droit d'avoir droit au chapitre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a conflit. Il y a conflit et de plus en plus, quand je pense à l'aventure ambiguë, je commence à penser que, en réalité, Cheikh Hamidou Kane est dépassé, même s'il y a encore un effet de vérité qui circule dans sa pensée. La pensée que vous me rappeliez tout à l'heure, quand il dit que nous n'avons pas le même passé, mais nous aurons rigoureusement le même avenir, l'ère des destinées singulières est révolue. Et qu'il y a un seul fils de la terre, l'unique fils de la terre. Mais tout le problème, c'est que ce fils de la terre-là, l'unique fils de la terre-là, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un comportement, qui a une mentalité, qui a une attitude, qui a une idiosyncrasie occidentale? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est un fondamentaliste musulman? Ou bien c'est quelqu'un qui est un Africain? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, le résumé ou la synthèse de tout cela? La question est une question très complexe. Et qu'il y a beaucoup de contradictions là-dessus. Oui. Merci beaucoup, M. Ba. Comme il a dit, hein, les relations entre Sud-Nord ou Nord-Sud ont été toujours des relations heurtées. Est-ce que c'est la conception justement littéraire des choses? Oui, je crois qu'il y a toute une littérature négro-africaine qui a développé dans ce sens. Les rapports culturels nord-sud ou bien sud-nord sont des rapports heurtés. Parce que tout simplement, même si du point de vue principiel, les deux parties acceptent de nouer ce qu'on pourrait appeler un dialogue, il y a toujours des préjugés et des réticences qui ne disent pas leur nom. Et dans les faits, à chaque fois que l'on observe bien cette perspective de dialogue entre les deux parties, on se rend compte qu'il y a des germes de méfiance qui font qu'on ne peut pas aller très loin. Parce qu'un dialogue doit être sincère. C'est-à-dire, si on doit dialoguer sur une chose aussi sérieuse que ce qu'on appelle la culture, il faudrait que les jalons qui sont posés soient des jalons certains, soient des jalons de sincérité et de franchise. Mais l'expérience nous a montré que pratiquement toutes les perspectives de dialogue qui ont été nouées ont fini par se solder par des échecs patents, parce que tout simplement, il y a de l'autre côté
une espèce de domination qui est dans la tête, n'est-ce pas, des Occidentaux et dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Et du côté aussi des Africains, on sent qu'il y a toujours des germes, ou bien en tout cas des gènes de complexe d'infériorité. Mais rendez-vous compte, jusqu'au moment où nous parlons, quand vous voyez un blanc passer dans la rue, dans les rues africaines, mais quel est le comportement des jeunes enfants, des garçons, des filles, hein? Le premier réflexe, c'est de le regarder avec des yeux écarquillés, et ils peuvent même aller plus loin en le poursuivant, pour le regarder, pour le dévisager. C'est tout simplement parce qu'on a installé dans la tête de ces enfants-là l'idée selon laquelle le blanc est un mythe, et que ce mythe-là n'a pas encore été démythifié, quoi. Donc moi je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Le dialogue entre l'Occident, n'est-ce pas, et l'Afrique, qui est supposé sincère, ne l'est pas. Et c'est ce manque de sincérité qui fait que, à chaque fois qu'on entreprend d'aller un peu plus loin dans le sens, n'est-ce pas, de cet échange-là, il y a véritablement l'échec qui couronne. Merci, M. Ba. Avant de rebondir un peu sur la question, parce qu'il nous faut voir, est-ce que ce dialogue est possible, ou bien est-ce qu'on peut éviter justement ce dialogue-là? Est-ce que, comme l'a dit Cheikh Kane, vous l'avez rappelé, l'heure des décennies singulières étant révolue, est-ce qu'il y a possibilité de fuir ce dialogue-là, ou bien sur quel terme devrons-nous, en fait, ce dialogue doit véritablement reposer? Mais c'est avant d'introduire notre rubrique qui s'appelle rubrique tableau d'honneur. Bonjour et merci de nous avoir invités sur votre émission Par l'art, dans la rubrique tableau d'honneur. Nous sommes le journal Expression littéraire. Pourquoi Expression littéraire? Expression littéraire est un journal tout à fait spécifique et tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est un journal qui s'occupe des faits littéraires et d'actuels du Sénégal, qui nous permet de mieux voir de jeunes écrivains qui sont dans les coins et que le paysage médiatique, ou bien le paysage des écrivains ne connaissent, ou bien ne connaissent même pas du tout. Nous sommes là pour les faire voir et les présenter en tant qu'écrivains. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le point sur les différentes rubriques que nous animons souvent dans le journal. Une rubrique qui s'appelle le Grand Entretien. Le Grand Entretien, c'est une rubrique qui invite souvent des professeurs, des écrivains, des hommes un peu méconnus, et pour nous faire parler de leurs œuvres qu'ils ont déjà écrites. Aussi une rubrique qui s'intitule La corvée fautive. Je dis pourquoi la corvée fautive, c'est une rubrique qui épingle souvent des autorités, des ministres, des députés, ça peut être n'importe qui, et même le directeur, on peut parfois l'épingler quand ils font des fautes ou des erreurs. Il y a aussi une autre rubrique intitulée Le jardin des poètes. C'est une rubrique qui permet aux professeurs, aux élèves, aux étudiants de pouvoir publier des poèmes souvent écrits et qui dorment dans les tiroirs. Il y a aussi une autre rubrique qui s'intitule La copie du prof. La copie du prof, souvent, c'est des épreuves corrigées du baccalauréat, de BFM, et des concours souvent comme les filles, comme l'école normale. Et aussi, il y a une autre rubrique intitulée Le saviez-vous. C'est souvent des informations liées à des écrivains, des poètes, sur qui les gens n'ont pas une idée exacte de leur personnalité. Souvent, on peut prendre des hommes de la Pléiade, des hommes du XVIIIe siècle, Voltaire. Il y a aussi des hommes du XIXe siècle, Hugo, des gens qui ont marqué l'histoire de l'évolution de la littérature française depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et aussi une rubrique intitulée Le petit carnet des expressions. C'est une rubrique qui anime souvent des expressions souvent qu'on entend souvent utilisées par les usagers de la langue française et que souvent nous n'avons pas une idée exacte de ces citations. Il y a aussi une rubrique intitulée Le coup de cœur de la quinzaine qui souvent invite un professeur de lettres. Voilà pourquoi Expression littéraire. Je pense que c'est une première initiative
en tout cas au Sénégal, un journal littéraire, exclusivement consacré à la littérature, où on aborde des questions littéraires et des questions de langue, grammaire et autres. Il a bien donc eu le courage d'introduire pour la première fois cette nouvelle expression qu'il a appelée expression littéraire, des expressions littéraires, et le public vraiment l'a apprécié. Nous vous encourageons dans ce sens et nous souhaitons, comme on dit, bon vent. Revenons un peu sur, monsieur le philosophe, sur ce dialogue. Est-ce qu'il y a possibilité de dialogue? Est-ce qu'il y a possibilité d'éviter ce dialogue? Et sur quoi doit reposer ce dialogue? Je pense qu'on doit quand même lever cet équivoque et pour me permettre effectivement de comprendre est-ce que ce dialogue est possible. Si nous voulons un monde développé, quand je dis un monde développé, je veux dire un monde qui a les moyens de vivre et l'art de vivre, un monde de justice. Il faut arrêter ce que mon éminent professeur, mon maître à penser, Mamoussé Diagne, appelle la sédentarisation du sens. Il n'y a de dialogue que quand le sens est nomade. Donc toute perspective qui tend à éliminer le dialogue est une perspective qui tend à maintenir un peuple en domination. Et vous savez, aujourd'hui, le cri de la liberté, la soif de justice commence à dépasser les frontières idéologiques et les frontières religieuses. La mondialisation n'est pas seulement ce phénomène où les gens s'habillent, mangent et pensent de la même manière. La mondialisation aussi est une rencontre qui influence aujourd'hui. Parce que quand vous regardez bien le monde, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que l'aventure ambiguë semble avoir fait son temps, ou en tout cas commence à faire son temps, quand Cheikh Hamidou Kane dit, du moins son personnage le chevalier, quand Samba Diallo va à l'école en tant que fils de prince, son propre fils, il dit, la victoire des étrangers est donc totale. Parce que le fils du prince, c'est lui qui devrait être le synonyme même de la résistance à céder. La victoire des étrangers est totale, l'Occident est possédé et le monde s'occidentalise. Mais cette occidentalisation du monde, mais c'est ça que le professeur Mamoussé Diagne appelle la sédimentarisation des chances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on élimine le dialogue et la communication va tout simplement vers un seul sens. Avec tout ce qu'il y a comme d'hypocrisie, tout ce qu'il y a comme de mensonges. Ça me rappelle le livre de Jürgen Habermas, 1000 pages, l'agir communicationnel. Habermas dit, il faut qu'on communique. Entre communistes et capitalistes, il faut qu'on communique. Entre musulmans et chrétiens, il faut qu'on communique. Entre démocrates et terroristes, il faut qu'on communique. Parce que l'homme est un être de communication. Isocrate disait que ce qui fait l'essentiel de l'homme, c'est que c'est un animal qui parle. Et il faut que nous nous parlions entre nous. C'est l'avenir. Mais la communication doit reposer au moins sur certaines prétentions, comme l'a dit Wali. Jürgen Habermas dit, il faut d'abord la prétention de sincérité. Ce que je te dis soit de mon cœur, comme dit le poète Racine. Je ne veux rien dire qu'il ne soit dicté par les larmes de mon cœur. Il faut même aussi la prétention d'exactitude. Non seulement ce que je dis est sincère, mais ce que je dis doit être exact. Mais il faut la sincérité aussi de justesse. C'est-à-dire dire les choses là où je devrais les dire, le contexte. Or, nous savons très bien que quand on déplace le contexte, c'est un président américain, le dernier qui est parti, j'oublie son nom, comment il s'appelle? Non, je voulais dire le président français. C'est lui qui est venu à l'université nous insulter, Sarkozy. C'était un manque de justesse. Parce qu'on ne peut pas choisir de venir au Sénégal, le pays de Cheikh Anta Diop, à l'université Cheikh Anta Diop, après tout ce que Cheikh Anta Diop a écrit, Nation Nègre Culture, et nous dire que vous êtes des ratés de l'histoire. C'est Sarkozy lui-même qui a arrêté. Vous êtes mal entré dans l'histoire. Ça veut dire que pour répondre à votre question, on ne saurait éliminer le dialogue. Parce que si le dialogue disparaît, le silence s'installe. Et comme le silence n'a jamais trahi personne, on ne peut pas interpréter ce qu'il y a derrière les mots. C'est le spectre de la guerre et de la violence. Et vous pouvez le voir non seulement entre les relations internationales, mais entre les relations étatiques et même les relations culturelles d'un même peuple. Donc le dialogue, c'est l'avenir du monde. Mais un dialogue sincère, un dialogue juste et un dialogue exact. Voilà, merci. Et ça rejoint un peu Cheikh Ahmed Tidiane Sy, vous l'avez dit. Il a dit que si le silence, la notion de silence, si le silence a pour conjointe la méfiance, ce sera le prélude d'une naissance atroce. La naissance de cette
maudite fille qui a nos haines. Ouais. Donc il faut quand même briser le dialogue. Comme Ouais. on dit, choisir de se taire, c'est encore parler. Ouais. Ce silence est un moment du langage. Mais dans la même cassette, Cheikh Hamidou Kane dit, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dit, le silence, en citant Serigne Babacar, qui cite lui-même le prophète Seydina Mohamed, paix et salut sur lui, il dit, le silence n'a de sens qu'en quand il prépare les conditions du dialogue. Ça veut dire que le silence n'est pas un mutisme qui renforce la haine des cœurs. Donc l'avenir est au dialogue, mais un dialogue sincère. Voilà, ça rejoint un peu M. Waliba. En littérature comparée, il y a pas Banda, en fait, de Saint-Louis, de l'UGB. Il a dit que, nous parlant un peu de Firard Charles, tout peuple sans commerce intellectuel avec les autres n'est qu'une maille rompue du grand filet. Rien ne vit isolement, le véritable isolement c'est la mort. Tout le monde emprunte à tout le monde et que ce grand travail de sympathie est constant et universel. Est-ce que vous avez aujourd'hui la même perception, en tout cas en littérature, c'est ce qui a été le plus fréquent? Est-ce que le dialogue est incontournable et que ce dialogue est important? Oui, mais vous savez, moi je vous ai clairement dit que, parce que moi je crois comprendre que ce qui nous réunit aujourd'hui fondamentalement, c'est un peu de réfléchir sur la nature du dialogue que l'Occident et l'Afrique sont censés nouer. Bon, mais je dis que de façon générale, dans l'absolu, le monde gagnerait à nouer un dialogue permanent qui perdure et qui s'éternise. Parce que tout simplement, on a souvent dit que les querelles les plus intestines, les guerres les plus violentes, mais se sont terminées autour d'une table. C'est-à-dire on ne peut absolument rien faire, on ne peut pas équilibrer le monde, on ne peut pas créer les conditions d'une stabilité définitive sans nouer le dialogue. Donc le dialogue est au début et à la fin de toute chose. Et de ce point de vue-là, ma réponse est nette et claire. Le dialogue, on en a besoin. On a besoin que nos intellectuels, les différents intellectuels du monde entier, dialoguent entre eux, un dialogue sincère et franc. On a besoin que nos cultures dialoguent. On a besoin, n'est-ce pas, que nos inventions, parce que l'homme invente perpétuellement son avenir et son présent. Donc, tout ce qu'on invente, on a besoin de l'inscrire dans le sens du dialogue. Moi, je dis que si ces termes-là, les choses ne sont pas comprises de cette manière-là, mais on a vraiment très peu de chances de nous en sortir et de créer le monde dont on a besoin. Merci beaucoup. Mais ça permet d'introduire que les auteurs, les écrivains ont des positions un peu nuancées, tranchées dans ce domaine-là. Si Senghor parle de métissage culturel, Malick Dia, notre ami, parle d'impossible compromis, même si Cheikh Hamidou Kane nous parle donc d'une aventure qui serait ambiguë. Nous allons peut-être aborder, en tout cas voir le point de vue des différents auteurs philosophiques et littéraires sur la question de ce dialogue-là, mais après avoir suivi donc notre rubrique qui se trouve être la rubrique instrument. Mon nom est Mohamed Sarr, je suis un journaliste au Journal Le Populaire. Je suis également un écrivain débutant, ma spécialité étant l'acrostiche. Bon, je suis là aujourd'hui pour vous parler du concept de l'infopreneuriat. Qu'est-ce que c'est que l'infopreneuriat? Infopreneur, c'est un mot qui associe deux concepts. Ça parle les deux mots associés sont l'info et preneur. Info, c'est information et preneur, c'est entrepreneur. C'est quelqu'un qui vend de l'information sur Internet. Bon, comment vendre de l'information sur Internet? Il y a trois façons. Il y a le livre numérique qu'on appelle e-book. Il y a l'audio qu'on appelle le podcast. Il y a aussi la vidéo. Le livre numérique, c'est fait sous format PDF ou sous format X. Bon, le format PDF est privilégié parce que c'est un format qui n'est pas porteur de virus. Le podcast, c'est un enregistrement qu'on fait et qu'on diffuse sur le net sous forme MP3. Et la vidéo, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas aussi célèbre que les deux autres supports, à savoir le livre numérique et le podcast. Le livre numérique présente beaucoup d'avantages parce que c'est un concept qui n'est pas ici utilisé au Sénégal. Au Sénégal, on n'utilise que le livre papier. Et le livre papier, bon, quand on constate les dégâts que cela peut causer, il faut détruire des arbres parce que le papier provient des arbres. Et un livre numérique, il suffit seulement d'avoir son clavier, de télécharger le PDF
et d'écrire son livre, ensuite d'ouvrir un site, d'y diffuser le livre et avoir beaucoup d'audience. C'est à partir de cette audience-là qu'on peut générer des revenus. Par exemple, il y a un infopreneur célèbre qui s'appelle Peter Kinahan. Il a écrit l'ABC du livre numérique. Il y a aussi des blogueurs. Les blogueurs aussi, ils créent des e-books, des livres numériques et ont un hébergement dans un blog. Un livre numérique, ça marche comme ça. Tu vends le lien et à partir de ce lien, on peut télécharger le livre numérique et chaque téléchargement vous génère des revenus. Le livre numérique est important dans le dialogue des cultures parce que ça permet aux étudiants et aux élèves de mieux se cultiver. Puisqu'ils n'aiment pas, je dirais, la lecture, parce que la majeure partie des étudiants aujourd'hui n'utilisent pas de livres, ils ont accès au net, ils peuvent télécharger gratuitement ou à moindre frais des livres qui sont au programme et les étudier là où, n'importe où ils sont. Parce que une fois téléchargé, le livre numérique ne nécessite pas de connexion Internet. Et il y a des liens qui sont en bleu. En cliquant dessus, tu peux accéder à une page net qui permet d'avoir des informations supplémentaires, ce qu'on ne trouve pas dans un livre traditionnel. Je dirais aussi que le livre numérique participe au dialogue des cultures. Parce que la majeure partie des Européens utilisant l'e-book, j'invite les Africains à adopter ce nouveau genre pour participer au dialogue des cultures et aussi aller de l'avant. Maintenant, revenons, professeur, sur les différentes positions de nos écrivains et de nos auteurs sur la question des dialogues. Senghor dit qu'il y a possibilité de faire un métissage, un brassage culturel. Quel est votre avis sur cette position de Senghor, d'abord? Vous savez, à chaque fois que je parle de Senghor, j'en ai beaucoup discuté avec Mamadou Diop, qui est un des hommes de Senghor. Et je lui ai dit, en tout cas c'est ce que je pense en toute liberté, Senghor, soit il était dupe, soit il était etc. lucide, soit c'était son homme de son temps. Parce que Senghor est un homme exceptionnel. C'est Senghor qui écrit et qui dit, j'ai commencé à parler le français à l'âge de 7 ans avec des mots comme confiture et chocolat. Je pense naturellement en français. Le français n'est pas pour moi une langue étrangère, c'est mon mode d'expression naturel. Je parle le français mieux qu'aucune autre langue au monde. Faut-il en avoir honte? Peau noire, masque blanc. J'ai envie de citer Frantz Fanon. Et quand on est dans la position de Senghor, pour sauver peut-être ce qu'il appelle le mal nécessaire, il était obligé de maquiller la domination de l'Occident pour parler de la civilisation de l'universel. Mais à chaque fois que j'entends ce mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réponse de Damas qui me frappe. L'Europe, du haut de sa haute tour, ne dialogue pas, elle soliloque. Elle est le maître, elle parle, elle dicte. Sur le plan économique, elle dicte. Sur le plan juridique, elle dicte. Sur le plan politique, elle dicte. Mais on ne peut pas dire que Senghor a totalement tort. Parce que vous savez, la force des grands hommes comme Senghor, c'est que leur raison est une raison d'avenir. Je n'en sais rien. Parce que quand nous regardons le monde actuel, il y a deux façons de voir les choses. On a l'impression qu'il y a une américanisation du monde. C'est Moupaté Gueye, que Dieu ait pitié de son âme, disait souvent, soyons plus courageux, parlons d'américanisation que de mondialisation. Le rap, la musique, Coca-Cola, Marlboro, Nescafé, tout ce qui nous entoure est américain. Et toujours, j'entends cette pensée de Serigne Cheikh qui dit, en venant dans la conférence, j'ai vu un mur où on a écrit Dieu est grand. Et j'ai vu un mur où on a écrit Coca-Cola. C'est comme si l'Amérique et Dieu se partageaient le monde. Ça veut dire qu'il y a un impact évident, tautologique de l'Amérique sur le monde. Mais il y a aussi des poches de résistance. Et qui nous dit demain, dans 2 ans, dans 2 siècles, si le monde continue? Est-ce que l'Amérique que l'on prophétise aujourd'hui comme une civilisation qui va péricliter ne va pas laisser la place à un autre? C'est pourquoi je rappelle toujours la thèse de Huntington. Huntington dit qu'il n'y a pas de civilisation universelle. Huntington est anti-senghorien. Il dit qu'il n'y a pas de civilisation universelle. C'est sa thèse. Il dit, contrairement à ce que pense Francis Fukuyama, qui dit qu'il y a un consensus,
dans le monde, c'est la démocratie, c'est le libéralisme économique, c'est la loi du marché. Dans quelques années, tout le monde chantera cela et le monde sera un. La fin de l'histoire est le dernier homme. Fukuyama dit non. Au contraire, non seulement il n'y a plus une bipolarisation, mais il y a une multipolarisation et une multicivilisationnalisation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème philosophique, c'est un problème littéraire qui n'a de sens et qui n'a de richesse que parce qu'il divise les hommes. Parce que vous savez aussi, je vais vous dire une chose, ma conviction, c'est que le problème de la philosophie, le problème de la littérature, le problème des sciences humaines, c'est leur objet. Nous voulons étudier l'homme. Nous voulons étudier les sociétés et leur évolution. Et vous savez très bien que, n'en déplaise à la sociologie qui prend les hommes et les faits sociaux comme des faits, comme la science et la biologie, l'homme est un être labyrinthique. Socrate restera éternellement un grand maître quand il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas calculer ce que deviendra la civilisation africaine, américaine. On ne peut pas calculer ce que deviendra l'expansion islamique. On ne peut pas calculer ce que deviendront tous ces sentiments nationalistes d'ici 10 ans. Comme on peut calculer ce que deviendra les planètes ou la sécheresse d'ici 20 ans. Donc nous avons un problème parce que tout simplement, nous étudions un aspect labyrinthique qui est l'homme et les sociétés. Et de ce point de vue, c'est labyrinthique parce que non seulement c'est sans genre, mais c'est complexe. Et que, à mon avis, tous les points de vue se valent. Senghor peut avoir raison, demain la société sera métisée, ça peut commencer, mais aussi Damas peut avoir raison. Il est possible que l'Occident reste le maître du monde. Qui sait? Merci beaucoup, M. Wali. Vous avez la même position par rapport à ce métissage culturel-là. Pensez-vous que, comme il prétend un peu le dire, si je ne m'abuse, que quelque part c'est utopique comme conception? Non, c'est pas, à mon sens, c'est pas utopique, mais je me dois d'apporter une petite rectification. Et c'est pour dire tout simplement que Senghor n'a pas parlé de civilisation universelle, il a parlé de civilisation de l'universel. Il y a une nuance. Et donc, Senghor, permettez-moi de parler un peu de lui, c'est un homme qui était en avance sur son temps. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui mondialisation, que l'on essaye, n'est-ce pas, de définir avec des mots beaucoup trop ronflants. Mais c'est un concept qui a été étudié et proposé de façon remarquable par Senghor depuis les années 50. Senghor a été un grand visionnaire, il a balisé le chemin, il a essayé de montrer, n'est-ce pas, aux nègres et aux blancs aussi, que si vous voulez faire un monde idéal, un monde en tout cas où il soit possible de vivre tranquillement, il faudrait que vous compreniez dès maintenant que les germes du dialogue doivent être posés. Et c'est de ce point de vue-là que Cheikh Hamidou Kane, justement, fait dire aux chevaliers, comme ça nous l'a dit, il fait dire aux chevaliers dans son dialogue avec M. Lacroix, que nous n'avons pas eu le même passé, mais nous aurons forcément le même avenir. L'ère des destinées singulières est révolue. C'est-à-dire, ce n'est pas utopique de penser que le monde, véritablement, peut tenir un dialogue permanent qui pourrait le sauver. Je ne crois pas que ça soit véritablement de l'utopie. Seulement, il faut quand même dire une chose. Le fait de vouloir poser les jalons d'un dialogue permanent, ça ne doit pas nous pousser à écraser nos différences. C'est-à-dire, le dialogue doit pouvoir exister, mais au cœur de nos propres différences. On doit pouvoir sauvegarder ce que nous avons de spécifique. Et c'est ça qui fait notre originalité. Je ne crois pas qu'il soit possible d'entretenir un dialogue, de poser les bases, n'est-ce pas, d'un dialogue, sans pour autant comprendre en amont que ce dialogue-là doit être sous-tendu par ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la vérité des différences. C'est dans les différences tout simplement qu'on pourra s'enrichir et se nourrir. Voilà. Et pour D'où moi, les trois interrogations. Voilà, on parle bien. de quoi dialoguer, Voilà. comment dialoguer et sur quoi. En tout cas, comment dialoguer, sur quoi dialoguer. Moi, je voudrais poser une question à Wali. Parce qu'il me semble quand même aussi que, c'est vrai, la civilisation de l'universel, la question que je voudrais poser au professeur Ba, c'est que cet homme qui sera l'homme de la civilisation universelle, est-ce que c'est le métissé de Senghor ou est-ce que c'est l'homme unidimensionnel de Marcuse finalement?
Non, vous savez, l'uniformisation n'est bonne en rien. Je veux dire que il n'est pas souhaitable, en toute chose, d'avoir une uniformisation. Hein? Je crois que l'homme unidimensionnel dont vous parlez, cet homme-là, moi, je ne souhaite pas son existence. Moi, je préfère l'homme mêlé. Parce que Senghor avait tendance à exprimer les choses comme ça. Il parlait d'homme mêlé, quoi. C'était un homme mêlé, c'était un homme qui avait un peu de tout, parce qu'il a parlé aussi de ce qu'on appelle, il a développé en tout cas un concept qui a fait le tour du monde. Il dit qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique viendra avec son rythme, quoi. Oui. Vous voyez? Et donc, en parlant de cette manière-là, il essaie de nous montrer que chacun dans le dialogue des peuples de l'univers doit arriver avec ce qu'il a en propre, ce qui lui appartient en propre. Et ce qui lui appartient en propre, il devra le proposer et non pas l'imposer. Il devra le proposer aux autres. Il devra aussi accepter, n'est-ce pas, de s'enrichir de ce que les autres lui donnent. Et c'est de ce point de vue tout simplement que ce qu'il appelle l'homme mêlé pourra émerger. Merci. Mais je ne suis pas vraiment tout à fait convaincu qu'il soit souhaitable de faire émerger ce qu'on appelle l'homme unidimensionnel. Pour moi, parler de l'homme unidimensionnel et faire sa promotion, c'est la meilleure manière de tuer l'homme dans sa globalité. Merci beaucoup. Bon, nous sommes un peu rattrapés par le temps. Professeur, je pense qu'il a un peu épuisé votre question. C'est pour revenir un peu et terminer en beauté avec cette émission, pour convoquer Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, vous l'avez beaucoup cité, qui parle même de ce dialogue dans la religion musulmane. Il dit que la foi musulmane même cherche l'homme dans sa qualité de citoyen universel. Elle ignore les particularités, qui, au lieu de servir de base à un dialogue fécond, devient pour le malheur de notre monde des barrières infranchissables où toute volonté et toute vigilance restent paralysées à jamais. Donc ce dialogue est incontournable. Il est intéressant, il reste maintenant à savoir sur quoi dialoguer et comment dialoguer. Je pense que ce sont les grandes interrogations. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour développer tout cela, mais nous vous remercions, M. Ba. Je voulais peut-être une petite minute, puisque vous avez cité Serigne Cheikh. Et Serigne Cheikh, vous savez, sa référence, c'est le Coran. Je donne peut-être une référence que j'ai lue à ma manière, ou bien on m'a appris à lire comme ça par un grand maître que je fréquente et que je salue au passage, si vous me permettez, Mohamed Moustapha Diop. Il m'a montré la sourate 42, le verset 13, Assoura, la consultation. La consultation. Et je dis, j'aurais pu faire de vous une seule communauté, idéologiquement parlant, politiquement parlant, mais je ne vous ai créé dans la différence que pour échanger. Et il me dit, c'est ça en réalité la mondialisation. Et je dis, je vous ai enjoint, je vous ai enseigné ce que j'ai enseigné à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus et à Mohammed. Quand vous prenez ces prophètes, toutes les parties du monde sont impliquées. Ça veut dire que déjà, le Coran et la religion même préparent le dialogue et qu'en réalité. Mais je crois que je vais taquiner un peu Wally, si vous me le permettez. Senghor est dans ce qui doit être. Ce qui doit être. Mais si on lit le réel aujourd'hui, ce qui est, je pense que quand on lit ce qui est, cet homme mêlé, cet homme hybride n'existe pas encore. Nous sommes là en train de discuter en français. Malheureusement. Ça aussi, il faut le remarquer. Bah, en tout cas, c'est ça, les positions sont là et c'est ce qui fait le charme de la littérature et de la philosophie. Ce sont des débats contradictoires et c'est intéressant, je vais vous parler un peu de Dante qui dit qu'il faut toujours mettre à nu la contradiction, c'est le travail de l'entendement. Mais l'entendement, vous devez toujours chaque fois à l'idée contradictoire, il faut l'en empêcher et l'entraîner dans la danse des contraires. La contradiction n'enchaîne la farandole que lorsque les deux opposés se tiennent les bras. Donc personne n'a tort, personne n'a raison. Et que, en tout cas, ce que nous retenons dans ce débat, c'est que ce dialogue est incontournable et d'ailleurs même s'identifie et s'illustre du jour au lendemain, puisqu'on parle aujourd'hui de globalisation, de mondialisation. Reste à voir maintenant comment dialoguer et sur quoi véritablement on doit dialoguer. En tout cas, c'est un énorme plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau de Mourchid TV. Wally Ba au carré, Sanoussi Ba, mon ami, mon professeur, une sommité philosophique. Quelqu'un également de très disponible, il est très humain, il est très engagé dans ce qu'il fait. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps donc, de parler de ces mouvements humanitaires, très intéressants, mais on aura l'occasion de vous inviter sur ce plateau pour discuter de tout cela. Merci M. Ba au carré, merci tout le monde, merci chers amis téléspectateurs, et c'est pour vous donner rendez-vous dans une semaine ou dans 2 semaines pour un autre numéro de Parlard. Merci à tout le monde.
merci les techniciens, merci tout le personnel de Mourchid TV. À très bientôt pour notre numéro de Parlard.